Guylaine David, votre avis sur cette question? Cette question des rythmes scolaires, et même si le président dit il n'y a pas vraiment débat sur les rythmes scolaires, mais plutôt sur les temps d'enfants, on voit bien que de toute façon le rythme de la journée, le rythme de la semaine va forcément être débattu lors de cette convention. Et il faut quand même rappeler que ce débat il a déjà eu lieu en 2013 avec la mise en place de la semaine de 4 jours et demi dans l'école primaire, que ça fait beaucoup de débats parce que ça n'inclut pas seulement que les familles et les enseignants, mais aussi les municipalités et l'engagement financier des municipalités, parce que qui dit temps scolaire dit aussi temps périscolaire, donc ça demande des moyens, et on sait que c'est pas vraiment le débat et les enjeux de l'école d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est revenu en 2017 sur le rythme des 4 jours et demi pour revenir à un rythme de 4 jours dans la majeure partie des écoles de France, même si certaines grandes villes restent à 4 jours et demi. Mais on sait qu'on est dans une école et dans un contexte depuis la période de Covid, d'une école qui est fracturée, qui est au bord de la rupture, avec des difficultés structurelles, de recrutement des enseignants, mais aussi de difficultés à rompre les inégalités scolaires. Et on voit bien qu'on ne pourra pas régler ces problèmes-là que par l'enjeu et le petit bout de la lorgnette des rythmes scolaires. C'est un enjeu beaucoup plus global qu'il faut travailler sur l'école, et il faut en fait donner les moyens aux enseignants de travailler dans leur classe actuellement. Et c'est pas le cas. Et on n'imagine pas que cette question des rythmes scolaires qui a été mise en débat déjà en 2013 et qui a suscité beaucoup de conflictualité au sein de l'école, le remettre en place actuellement risque de poser encore plus de conflictualité dans une école qui est fracturée. Cela veut dire que pour vous, cette convention citoyenne, elle se base sur des enjeux qui ne sont pas prioritaires au regard des autres urgences dans le domaine de l'éducation nationale ? Oui, il y a effectivement d'autres urgences, c'est-à-dire que les difficultés que les enseignants rencontrent à l'école aujourd'hui, ce sont par exemple des difficultés sur la question de l'inclusion scolaire, les moyens qui ne sont pas à la hauteur des besoins pour l'inclusion scolaire. C'est aussi le problème du nombre de remplaçants dans les écoles, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui n'ont pas cours parce qu'il n'y a pas de remplaçants. C'est le problème du manque d'enseignants à la rentrée scolaire devant les élèves. C'est aussi la question de l'attractivité du métier, c'est-à-dire qu'à quel moment on discute des conditions de travail des enseignants, des salaires des enseignants et de leur façon de pouvoir enseigner en classe. On a actuellement dans l'enseignement une perte de sens de notre métier et on voit bien que les enseignants ne sont plus en capacité de faire correctement leur travail. Et si on veut discuter de l'école, il faut arrêter de ramener du conflit dans l'école. Et on sait que forcément, vous voyez, on va forcément parler de la question des vacances scolaires, et on sait que c'est un élément par exemple de prof bashing sur le fait que les enseignants auraient trop de vacances scolaires. Donc on est aussi dans un contexte où l'école ne va pas bien et on ne va pas réussir à résoudre ce problème rien que par cette convention citoyenne. Une réaction de votre part, Guylaine David, sur ce sujet des vacances scolaires, sachant que, on l'a bien compris, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour critiquer la durée de ces vacances scolaires d'été qui seraient trop longues. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres et ce qui se fait dans les pays étrangers, notamment la Finlande, où on sait que le système scolaire est très performant, là, les enfants finlandais, eux, ils ont 10 semaines de vacances en été. Donc ça veut dire que finalement, on ne propose pas quelque chose de si différent de nos voisins, des voisins où l'éducation fonctionne bien. Oui, je crois que Emmanuel Macron focalise sur les vacances d'été systématiquement. Depuis quelques années déjà, il parle de ces vacances d'été qui seraient trop longues. Et quand on regarde les autres pays européens, on se rend compte que d'autres pays européens font autant, voire plus, de vacances scolaires l'été. Vous parlez de la Finlande, oui, effectivement, la Finlande qui a un meilleur système éducatif que la France, qui a des meilleurs résultats en tout cas, ils ont des vacances de 10 semaines. Mais il y a d'autres États comme l'Irlande qui a 12 semaines, l'Estonie qui a 13 semaines de vacances. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans la fourchette basse en termes de vacances scolaires l'été. Moi je voudrais revenir aussi sur l'étalement des vacances dans le courant de l'année parce que c'est toujours un serpent de mer. C'est pas la première fois qu'on se questionne à l'éducation nationale, et le ministre Pap Ndiaye avait initié justement une réflexion au sein du Conseil supérieur de l'éducation
lorsqu'il était au gouvernement, il y a une commission qui s'est réunie, qui a auditionné un certain nombre d'experts, des chronobiologistes, des parents d'élèves, mais aussi des professionnels du tourisme, pour revoir l'organisation des vacances tout au long de l'année. Et en fait, ce qui pose problème, c'est surtout les vacances d'hiver, qui sont positionnées très tôt après les vacances de décembre, enfin de Noël, et qui ne sont pas... en fait, on se rend compte que nos élèves pourraient bien travailler encore plus et n'ont pas besoin de ces vacances aussitôt dans l'année. Mais on voit bien qu'elles sont positionnées à ce moment-là parce qu'il y a le lobby du tourisme des sports d'hiver. Et comme disait monsieur, on a très peu d'élèves pourtant qui vont au sport d'hiver, mais on maintient cette zone et ce zonage qui est découpé en 3 zones et qui permet en fait d'avoir des vacances sur plusieurs semaines étalées. Mais qui n'est pas organisé en fonction des rythmes de l'élève et au rythme des familles, mais vraiment au rythme de l'économie et du tourisme. Là, moi, je questionne tout simplement. Effectivement, l'été, ça sera pareil. On aura aussi la question du tourisme et de l'économie qui va entrer en ligne de compte. Et puis, j'alerte aussi sur quelque chose. On est de plus en plus confrontés dans nos écoles, notamment en juin et même en juillet, puisqu'on termine l'école début juillet, par des épisodes de plus en plus fréquents de canicule, avec un bâti scolaire qui n'est pas adapté dans certains de nos territoires et qui ne permet pas de faire classe. Et il nous arrive très fréquemment à cette période de fermer les écoles parce qu'on ne peut plus faire classe de la chaleur. Donc bien évidemment, cette question elle doit aussi être entendue parce qu'on doit pouvoir s'adapter aussi aux conditions climatiques et aussi, enfin, je le dis très sincèrement, on ne peut pas parler rythme de l'enfant et rythme scolaire tant qu'on n'aborde pas les rythmes de la société et le rythme des parents, le rythme du travail. Et un enfant, que ce soit au niveau des vacances scolaires comme au niveau de la journée, tant qu'on aura des parents qui travailleront et qui, sur des longues périodes de la journée, qui déposeront les enfants à 7h30 le matin en garderie, qui les récupéreront à 18h30 le soir, l'amplitude horaire est très large pour les enfants, mais qu'ils soient en activité périscolaire ou en activité scolaire, le temps collectif pèse aussi sur les enfants. Et ça, il faut aussi l'interroger au prisme des rythmes de la société. Guylaine David, votre avis sur cette question, notamment de la répartition des différents cours qui sont proposés aux élèves? En fait, on a eu l'expérience des rythmes scolaires à 4 jours et demi. On l'a encore dans certaines villes. Je parle notamment des grandes villes comme Paris, Rennes, Pau, Toulouse, qui sont encore sur un rythme de 4 jours et demi, donc qui ont un temps plus court d'heures dans la journée et qui travaillent le mercredi matin. On n'a jamais fait de bilan quantitatif et qualitatif de cette expérimentation qui n'est plus une expérimentation, mais qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce que ces élèves qui sont sur un rythme de 4 jours et demi, est-ce qu'ils sont plus attentifs en classe? Est-ce qu'ils ont des résultats qui sont meilleurs que ceux qui sont au rythme de 4 jours? Ça, c'est une étude qui n'a jamais été menée. Il n'y a jamais eu de comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires et on aurait besoin justement d'avoir un bilan sur ces choses-là. Après, il faut faire attention quand on dit, oui, les fondamentaux le matin et par ailleurs ce que font beaucoup les enseignants, notamment dans le premier degré, ils font souvent français, maths le matin et les activités autres l'après-midi. Je rappelle juste qu'il y a un temps d'attention aussi l'après-midi qui est important auprès des enfants. C'est aussi ça, on récupère aussi à ce moment-là pour faire un certain nombre d'activités. Mais je rappelle juste qu'on ne pourra pas tous, dans nos classes, faire de l'EPS l'après-midi ou des activités artistiques parce que tout simplement, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Donc il y a une question de réalité, un principe de réalité aussi. Il faut pouvoir s'organiser au sein de nos écoles pour pouvoir utiliser les espaces et les infrastructures sportifs notamment, pour pouvoir s'organiser. Donc il y a aussi des éléments qui s'imposent à nous et qui ne peuvent pas être mis en place comme on souhaite le faire. Guylaine David, on vient d'entendre donc ces parents d'élèves qui globalement, eux, sont plutôt satisfaits de ce qui existe déjà et qui donc se questionnent sur la pertinence de cette convention citoyenne. Il faut aussi rappeler que les rythmes qui sont proposés aujourd'hui peuvent convenir dans une certaine mesure aux parents qui ont des enfants et qui ne veulent pas forcément changer toutes leurs habitudes dans les prochains mois, les prochaines années.
Oui, vous savez, c'est ce qui a posé problème à la mise en place des rythmes scolaires sur 4 jours et demi, qui a créé beaucoup de conflictualité, notamment au sein des municipalités et des conseils d'école. Parfois parce que les municipalités veulent rester à 4 jours et demi et les parents d'élèves veulent revenir à 4 jours. Là, il y a des oppositions des parents qui souhaitent forcément avoir le même rythme et ce rythme-là parce qu'ils ont calé leur rythme familial, on va dire, sur le rythme scolaire. Et donc, c'est très difficile à changer d'habitude. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire quelles sont les urgences pour l'école aujourd'hui. Et il y avait une maman qui le disait, c'est-à-dire que quand on parle de forme scolaire, ou quand on parle notamment, par exemple, du nombre d'élèves par classe, si on veut comparer avec les autres pays européens, on fait partie des pays européens qui a le plus d'élèves par classe. Et qui a du mal à fonctionner parce que justement on a un nombre d'élèves par classe important, on est le pays qui a du mal à réduire les inégalités scolaires au sein de l'école. Donc il faut s'atteler à ça, ça veut dire qu'il faut donner plus de moyens à l'éducation prioritaire. Vous voyez, les enjeux, ils sont ailleurs, ils ne sont pas au niveau des rythmes, ils sont au niveau de ce qu'on doit faire à l'école en ce moment, ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour aider les enseignants, aider l'école à bien fonctionner, et notamment en termes de moyens humains, parce qu'on en a vraiment besoin. Guylaine, David, votre réaction à ce qui vient d'être dit sur ce plateau, il a raison, Joseph Agostini, quand il explique qu'il faut prendre finalement les âges au fur et à mesure et leur proposer les principes, l'éducation la plus adaptée en fonction de leur âge. Je partage tout à fait sur la façon dont l'éducation est pilotée par le ministère depuis un certain nombre d'années maintenant, où en fait les seuls indicateurs qu'on nous présente, ce sont les indicateurs des évaluations nationales, c'est-à-dire que tout est vu par le prisme des évaluations nationales, ces évaluations qui sont standardisées, que l'on fait passer dès le CP aux élèves tous les ans et qui sont généralisées là, à toutes les classes et sur lesquelles on se base pour mettre en place les nouveaux programmes qui sont pensés selon un élève idéalisé et qui ne sont pas adaptés à tous les élèves. On en souffre actuellement dans notre école, c'est-à-dire qu'on a des injonctions permanentes de notre administration pour faire passer ces évaluations, mais aussi pour adapter les bonnes pratiques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, à nos élèves, avec un modèle très standardisé, sans laisser place à tous les autres enseignements que sont l'histoire, la géographie, les enseignements scientifiques, mais aussi les arts, le PS et toutes ces disciplines qui sont essentielles pour l'élève. Et on est plus dans un modèle alors je ne vais pas dire gavage, mais c'est un petit peu ça quand même, de répétition on apprend la règle et on répète sans amener l'élève à organiser sa pensée, à réfléchir par soi-même. Et puis, on n'est pas dans l'école comme lieu d'émancipation. Et on se bat depuis des années à la FSU-SNUPP contre ces principes qui nous sont imposés, je dirais, depuis la période de Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale, sur ce pilotage de la politique éducative par les indicateurs chiffrés des évaluations. Donc je partage tout à fait l'idée qu'il faut, à l'école maternelle, laisser l'enfant pouvoir justement évoluer à son rythme et ne pas donner une norme tous les ans en fin d'année pour passer en classe supérieure. Chaque enfant doit pouvoir évoluer à son rythme. C'est aussi pour ça que ça existe, les cycles des apprentissages à l'école. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout dans ce discours-là actuellement dans l'éducation nationale. Guylaine, David, ça vous parle tout ce qui est dit sur ce plateau ? Ça me parle énormément sur la question de l'inclusion parce que là par ailleurs c'est le vrai problème actuellement majeur de l'école. On vient de sortir une grande enquête auprès de 67 000 enseignants et AESH qui se sont exprimés sur cette question de l'inclusion et qui considèrent qu'elle n'est pas adaptée, enfin en tout cas que ce n'est pas une réussite qualitative.
qu'on ne prend pas en compte suffisamment les besoins de l'enfant dans l'école inclusive et qu'il faudrait notamment des AESH qui soient mieux formés et mieux rémunérés parce que c'est un statut précaire, mais qu'il faudrait aussi revoir le nombre d'élèves par classe, mais aussi le nombre de places en établissements médico-sociaux. On a une vraie problématique sur la question de l'inclusion et monsieur a raison. On est parfois démunis en tant qu'enseignant parce que, on n'est pas formé sur les différents diagnostics des élèves en situation de handicap, mais aussi parce qu'on n'est pas accompagné. C'est-à-dire qu'on est seul enseignant face à la classe et on n'a pas, par exemple, d'assistante sociale, de psychologue scolaire, d'infirmière scolaire, d'autres personnels qui pourraient avoir un autre regard sur les élèves. Et on a besoin de moyens pour faire fonctionner l'école. Ça, c'est un véritable enjeu pour l'école de demain, pour l'école d'aujourd'hui et de demain, si on veut faire vraiment de l'inclusion scolaire une réussite. On attend d'ailleurs de la part du ministère, nous on demandait à ce qu'il y ait la tenue d'étagers autour de l'inclusion scolaire, parce que ça, c'est vraiment un problème évident pour les familles, pour les parents et pour les élèves qui sont dans des situations de souffrance et de mal-être à l'école parce qu'ils ne sont pas bien pris en compte. Donc oui, ça c'est vraiment un élément qu'il faudra prendre en compte. Et ça nous parle énormément, nous, en tant qu'enseignants. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir donc évoqué ensemble des pistes d'amélioration de notre système éducatif français en lien avec la Convention citoyenne lancée donc par Emmanuel Macron au mois de juin prochain.